Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les documents qu'on a reçus sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH. Bonjour. Oui, l'idée, c'est vraiment d'en extraire l'essentiel, hein. Comprendre un peu mieux sa prévalence, comment il se manifeste, et surtout, comment on peut le gérer. Exactement, notre mission, si on peut dire. Et d'ailleurs, en parlant de prévalence, les chiffres sont assez frappants, non? Ah oui, tout à fait. Les sources, elles citent des études, notamment du National Institute of Mental Health américain, qui parlent d'environ 5,4% des hommes adultes 5,4. Oui. et 3,2% chez les femmes adultes. Donc déjà, une différence notable. Hmm. Et cette différence homme-femme, il y a des pistes pour l'expliquer. Une des hypothèses soulevées dans nos lectures, c'est que ça pourrait être lié à l'activité du cortex préfrontal, cette zone du cerveau essentielle pour la concentration, le contrôle. Elle serait, disons, globalement plus active chez les femmes. D'accord, d'accord, c'est une piste intéressante. Mais au-delà des chiffres, ce qui est important, c'est l'impact concret dans la vie de tous les jours. Comment ça se traduit? Oui, et là aussi, il y a des nuances. Chez les hommes, on retrouverait plus souvent le côté hyperactif. Parfois même, les sources font un lien avec d'anciennes commotions cérébrales, hein. Ah oui, c'est spécifique ça. Oui, alors que chez les femmes, ce serait peut-être plus le type inattentif qui domine, ou alors, à l'inverse, une capacité d'hyperfocalisation très intense, mais qui peut varier beaucoup. Bon, ce sont des tendances, hein, pas des règles absolues. Bien sûr, bien sûr. Et ça doit forcément jouer sur les relations. J'avoue avoir été marqué par l'exemple du schéma amoureux décrit pour certaines jeunes femmes TDAH. Ah oui, cet emballement initial très fort. C'est ça, lié à la dopamine, apparemment. Et puis, ça bascule vers la critique, le conflit, des ruptures parfois, assez dramatiques. Et le cycle qui peut recommencer. Tout à fait. C'est un schéma possible, et c'est vrai que l'impact relationnel est majeur. Pas seulement amoureux d'ailleurs. C'est-à-dire? Le stress chronique qui peut s'installer quand le TDAH n'est pas bien géré, ça fragilise tout. Le système immunitaire, les relations sociales en général, les sources parlent même du TDAH non traité comme une cause parfois cachée de divorce. Ah quand même. Oui. Et puis il y a l'impact sur l'estime de soi, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être différent, moins bien. Mais alors, et c'est là que ça devient intéressant. Les documents insistent beaucoup sur le fait que ce n'est pas une condamnation. Ah non, absolument pas. Et c'est même un point crucial. On lit que certaines personnes avec TDAH réussissent exceptionnellement bien, des grands patrons par exemple, justement parce qu'ils ont cette pensée différente. Exactement. La clé, c'est vraiment la prise en charge adaptée et une certaine discipline mentale. Trouver les bonnes stratégies. Et quelles sont ces stratégies justement? Qu'est-ce que les sources mettent en avant? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, tout ce qui concerne la santé du cerveau. L'alimentation, l'exercice physique, c'est la base. Et puis, certains compléments sont cités. Oui, j'ai vu ça, oméga 3, safran, vitamine B, et un truc psychogénol. C'est quoi ça? Oui, pycnogénol. C'est un extrait d'écorce de pin maritime qui a fait l'objet d'études pour ses effets sur l'attention, justement. Donc il y a ça, et puis des approches comme le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est l'entraînement cérébral, c'est ça, hein? C'est ça, pour aider le cerveau à mieux réguler son activité. Et bien sûr, dans certains cas, la médication peut être une aide précieuse. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. Et à côté de ça, il y a des outils plus comportementaux. J'ai beaucoup aimé l'exercice du miracle d'une page. Ah oui, le One Page Miracle en anglais. C'est très parlant. Oui, écrire noir sur blanc ce qu'on veut vraiment dans sa vie. Relations, travail, argent, santé, sur une seule page. Et puis se demander tout le temps, est-ce que ce que je fais là, maintenant, ça va dans ce sens? C'est un moyen très direct de solliciter et de renforcer ce fameux cortex préfrontal, de rester focalisé sur ses objectifs. Un outil puissant. Et pour les relations, vous parliez de l'impact. Les sources donnent des conseils? Oui, elles insistent beaucoup sur l'importance du tact, en opposition à une sorte d'honnêteté parfois brutale qui peut blesser, même sans le vouloir. Je vois. Il y a cette jolie métaphore du pingouin. Remarquez ce que vous aimez plus que ce que vous n'aimez pas chez l'autre. C'est une belle image. Oui, se concentrer sur le positif, nourrir la relation. C'est vital, surtout avec un partenaire TDAH qui a peut-être passé sa vie à entendre des critiques. Ce qui m'amène à la question de l'entourage. Pour ceux qui vivent au quotidien avec une personne TDAH, quel est le message principal des sources? L'acceptation, d'abord. Et ensuite, chercher des solutions très pratiques. Plutôt que de pointer du doigt ce qui ne va pas, se demander, OK, concrètement, qu'est-ce qui pourrait aider? Est-ce qu'on peut déléguer certaines tâches, organiser une aide extérieure?
Une approche constructive, quoi. D'accord. Une approche tournée vers les solutions. Et au travail, c'est un sujet sensible souvent. Faut-il en parler? Alors là, les sources conseillent plutôt la prudence. La suggestion générale, c'est de ne le divulguer que si on a besoin d'aménagements spécifiques pour bien faire son travail. Et ces aménagements, c'est possible? Oui, et c'est important de le savoir. Dans beaucoup de pays, c'est un droit légal d'obtenir des aménagements raisonnables. Mais voilà, la décision de le dire ou non reste très personnelle. Finalement, si on devait retenir un message vraiment fort de toutes ces lectures, ce serait lequel? Je crois que c'est l'idée qu'on peut améliorer le fonctionnement de son cerveau. C'est possible. Le TDAH, ça ne disparaît pas toujours avec l'âge, contrairement à ce qu'on croit parfois. Ah bon? Non. D'où l'importance d'une démarche active, continue. J'ai trouvé l'anecdote de cette dame de 94 ans assez incroyable. Après avoir enfin reçu un traitement adapté, elle a pu lire un livre en entier. Pour la première fois de sa vie. 94 ans, c'est très fort hein, comme exemple. Ça donne de l'espoir. Énormément. Ça montre bien que le TDAH, ce n'est pas une question d'intelligence ou de volonté, c'est juste un fonctionnement neurologique différent. Un peu comme avoir besoin de lunettes, en fait. C'est une bonne analogie. Ce n'est pas un défaut, c'est un besoin spécifique. Exactement. Et une fois qu'on adresse ce besoin, on peut vraiment optimiser son potentiel. Alors, pour conclure cette exploration vraiment riche, une petite réflexion à emporter peut-être. Et si, au lieu de voir le TDAH surtout comme un ensemble de difficultés, on cherchait activement à cultiver les forces uniques qui vont souvent avec, et à utiliser des outils comme ce miracle d'une page pour vraiment aligner le quotidien sur ce qui compte pour nous? C'est une excellente question pour continuer à réfléchir, chacun de son côté. Merci d'avoir mené cette discussion.